Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cause Toujours, le podcast qui met en lumière les parcours extra de femmes et d'hommes ordinaires qui œuvrent à faire de l'entreprise un lieu où s'expriment librement les talents. Je suis Loubna Méliane, leader égalité pluralité chez OnePoint. Venez écouter ces voix qui par leur engagement bousculent les rapports aux autres dans Cause Toujours, parce qu'en parler c'est avancer. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Candice Prévost, ancienne footballeuse française. Elle travaille désormais comme consultante sportive. Passionnée par le football dès son plus jeune âge, elle a rejoint l'équipe d'Évreux avant d'être recrutée par le Paris Saint-Germain à seulement 20 ans. 9 saisons au sein du club francilien, 173 matchs pour 32 buts. Elle décroche notamment la Coupe de France en 2010. Repérée par le sélectionneur de l'équipe de France féminine, elle disputera 4 matchs avec les Bleus. À l'issue de la saison 2012, elle décide de raccrocher les crampons. Par la suite, elle évolue comme consultante à Eurosport à l'occasion des Coupes du Monde féminines de 2011 et 2015. Et ensuite, elle est recrutée par RTL et Canal+ à l'occasion de l'édition 2019. Elle est également auteure et réalisatrice avec Mélina Boetti du documentaire Little Miss Soccer. Candice Prévost, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton expérience de femme footballeuse dans les années 90 ? Je pense que ça devait pas être exactement comme ça se passe aujourd'hui, j'imagine. Ben, c'est vrai qu'en fait, moi, je faisais du tennis dans les années 90. Donc, c'est sûr que ça se passe pas forcément comme maintenant. Et j'ai fait du tennis. Et en fait, dès que je sortais des cours couverts des terrains de tennis, je voyais les footballeurs jouer juste à côté. Et je voyais pas de filles. Donc, moi, je jouais toujours dans la cour de récréation, à l'école. Je jouais dans ma cour, le parking juste à côté de chez moi avec mon voisin, mon frère. On s'amusait un peu avec que des garçons, d'ailleurs. Les cours de récréation, c'est pareil. Et puis, en fait, 98, Coupe du Monde, Zizou. Emmanuel Laurent, Ouais. c'est incroyable. On est en mode Coupe du Monde, donc j'ai les yeux qui pétillent et s'ouvrent des sections féminines un peu partout, et notamment à Évreux en Normandie, là où j'habite. Et c'est là que l'histoire commence, parce qu'en fait ma meilleure amie, son père est président d'un club de foot, et elle me dit il y a une section féminine qui s'ouvre, est-ce que tu veux commencer, est-ce que tu veux jouer avec moi? Bah, c'est plus facile quand on est avec une amie qui t'accompagne, tu sais pas trop où est-ce que tu vas, sachant que c'est un environnement assez masculin, et c'est là que ça démarre. Je pensais que c'était arrivé beaucoup plus tôt. C'est pour ça que je parlais des années 90, mais c'est vrai que la Coupe du Monde 98, ça enthousiasmait. C'est pour la première fois que les femmes ont commencé à regarder vraiment cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, et j'étais persuadée que ça avait commencé beaucoup plus tôt. Donc, mais non, ouais. Ça commence, c'était en moi depuis toute petite, mais c'est vrai que ça commence institutionnellement, officiellement à ce moment-là, et les structures se sont mises en place à ce moment-là. Enfin, il y en a qui se sont fait avant, bien sûr. Hein. Il y a d'autres femmes qui ont joué dans des clubs, des jeunes filles qui ont joué dans des clubs ailleurs, mais ça s'est vraiment multiplié à partir de 98. Donc, grâce aux hommes, grâce à cette victoire des hommes en Coupe du Monde, il y a eu de l'argent donné à la Ligue de football amateur, et c'est structuré un petit peu la pratique féminine. Alors, cette année, pour la première fois, la France organisait la Coupe du Monde féminine de football, portée par un engouement extraordinaire, puisque je crois que les audiences étaient au rendez-vous. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est un bon présage pour l'avenir aussi et pour le foot féminin ? Je pense que les gens ont besoin de ça. Les Français étaient contents de profiter du spectacle de ce mois de juin, que ce soit en famille, dans les stades, ou que ce soit à la télévision. On a, je pense, besoin, dans un climat un peu compliqué à l'année, un quotidien un peu difficile. On a envie de regarder du foot, on a envie de regarder du sport à la télévision, et puis de se prendre au jeu j'allais dire, c'est un peu la découverte pour les Français, cette pratique féminine, pour, j'allais dire, la majorité des cas. Donc, avec des audiences à plus de 10 millions de téléspectateurs, c'était juste incroyable. Et puis, le remplissage des stades aussi, c'est-à-dire cet engouement des Français venus dans les stades et venus voir les Bleus. Elle jouait à guichet fermé tous les matchs. Donc, ça a vraiment été une réussite pour cette Coupe du Monde. Et réussite, il faut que ça perdure. Et donc, l'héritage est important aussi pour la suite. Essayer d'accueillir les jeunes filles qui vont vouloir jouer au football parce qu'elles ont vu Eugénie Le Sommer, parce qu'elles ont vu aussi Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France. Je pense que c'est là où tout va se jouer. Mais déjà, je crois qu'au mois de juin, pendant la Coupe du Monde, il y avait déjà des licences de prise, et
c'était à plus 15 000 licences. C'est énorme. C'était assez énorme. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer cet accueil. Et l'accueil, c'est un sport, C'est plus un compliqué. sport un sport de riche, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir gérer ces problèmes d'accueil, et c'est plutôt positif, mais il va falloir gérer aussi cet équilibre avec les garçons, les filles, et l'intégration aussi de ces petites et ces grandes d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi des mamans, des femmes qui vont aussi s'inscrire dans cette pratique. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment qu'on va pouvoir répondre à cet enthousiasme, à cet engouement, ou tu es plutôt inquiète ? Je pense que la Fédération française de football a les moyens et a prévu ça. C'est quelque chose qui est forcément envisagé et travaillé en amont. Alors, je ne suis pas à l'intérieur de la fédération, mais c'est vrai que c'est le sujet de réussir une Coupe du Monde. La réussite, c'est une chose, mais après, c'est l'après qui compte. Je pense qu'ils ont mis les moyens pour justement gérer cet afflux et ce flux tout court de jeunes filles, de femmes. Mais je ne suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce que c'est une fédération qui a les moyens. C'est une fédération qui sait faire. Maintenant, il faut bien la gérer. Et il faut bien la gérer de manière équilibrée, et pas forcément non plus. Parce que le quantitatif, c'est bien, mais il faut aussi un accueil qualitatif. Et l'accueil qualitatif, il est important pour pas faire partir ces jeunes filles qui ont envie de jouer. Et c'est là où la stratégie, elle est importante. Ouais. D'accord. Et alors, justement, tu es très engagée sur le foot au féminin. Comme je le disais, tu es co-réalisatrice d'un documentaire avec Mélina Boetti qui s'appelle Little Miss Soccer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet, d'où il est né ? Je crois qu'il y a même une association désormais. Oui. Donc, raconte-nous tout. Ouais. Little Miss Soccer, c'est en fait l'idée c'est parti d'Eurosport. On travaillait avec Mélina Boetti, qui est une ex-footballeuse, elle est journaliste, et me disait oui, ça serait bien quand même, parce que là on a terminé avec cette émission Femmes de foot. Malheureusement, c'est terminé un petit peu rapidement pour nous. On s'est dit mince, on a encore des choses à raconter, on a des choses à dire, on a des choses à exprimer. Femmes de foot, c'était une émission hebdomadaire sur la pratique féminine, et c'est vrai qu'on s'est dit mince, ça s'est un peu terminé tôt pour nous. Et on avait envie d'aller plus loin, de parler de la pratique féminine, mais sous un angle plus sociétal et plus engagé, un peu militant, mais assez finement placé, finement évoqué. Donc on avait envie en fait d'embarquer un peu tout le monde sur ces sujets-là. Et si je te parle d'un 4-3-3, je sais pas si je vais te garder longtemps. Non, tu as vu mes yeux qui sont ressortis. Ça pétille, genre, mais de quoi me je me suis dit, mais, ok, je m'en vais, je bois un coup. Allez, c'est bon. Non, mais le 4-3-3, ça parle j'allais dire aux supporters de sport, purement sportif, de performance. Nous, on avait envie d'ouvrir un peu la pratique féminine et de l'ouvrir à tout le monde, à des jeunes filles, des mamies, des garçons, des hommes, tout le monde en fait. On avait envie d'embarquer tout le monde dans le même bateau de la pratique féminine et de parler de ces femmes, de ces jeunes filles et de ces hommes qui participent à l'évolution, à la structuration de la pratique féminine partout dans le monde. Donc on a fait un tour du monde et on est parti à la rencontre de ces femmes, de ces hommes pour les filmer et en faire un documentaire qui a été diffusé sur Planète et Canal+. Et puis voilà, l'idée c'était de parler de l'émancipation de la femme grâce au football. Le football étant un levier au service de l'émancipation. Et c'était pas un documentaire foot en fait. C'était vraiment quelque chose d'assez large, assez vaste, assez incroyable parce qu'en fait j'ai plein d'images et plein de... Ouais, j'allais justement te demander un souvenir marquant en particulier. J'imagine qu'il y a eu de telles belles rencontres que ça va être difficile d'en choisir une, mais pour qu'au moins celles et ceux qui écoutent l'émission puissent se faire une petite idée. On a fait les 5 continents, pour expliquer aussi un peu à tout le monde, on a fait 5 continents, on a parcouru 15-16 pays je crois, dont la France aussi. On a voulu aussi parler de la France et du retour d'expérience et de faire un petit point sur le constat de la pratique en France. Et un sujet qui nous a... Oh, il y en a plein. J'ai honte, mais c'est vrai que on a quand même joué sur des hauts plateaux péruviens à 3800 mètres d'altitude avec des Péruviennes des Andes en tenue traditionnelle.
Bon, là, il y a d'autres sujets qui sont un peu plus engagés. Les Argentines, par exemple, qui militent dans la rue et qui militent sur le terrain et qui essayent en fait de s'accaparer ce bout de rectangle de bitume pour taper dans le ballon, en fait, pour essayer de passer des messages et de faire reculer aussi l'âge de la maternité pour les femmes aussi. Donc, c'est des sujets un petit peu sociaux assez graves aussi. On a joué avec des grands-mères en Afrique du Sud qui avaient entre 55 et 85 ans et qui, elles, commencent le football à 40 ans. Et c'est incroyable parce que nous, on finit notre carrière à 30, 35, 40 max. Et elles démarrent leur carrière à 40 ans et elles se retrouvent parce qu'elles sont majoritairement veuves. Et elles se retrouvent ensemble pour jouer au football et essayer de sortir de l'isolement aussi un petit peu. Alors en effet, le documentaire, c'est comme une dénonciation du sexisme dans le football, mais notamment également dans le milieu professionnel. Est-ce que tu penses que cette situation est en train d'évoluer? Je parle pas forcément que des femmes dans le foot sur l'aspect professionnel, mais peut-être nous dire comment tu vois les choses. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution? Est-ce que, par exemple, les femmes footballeuses sont traitées de la même façon que les hommes footballeurs? Alors, l'égalité de traitement, non, on est loin. Ouais. On est bien sûr très très loin parce que sur la partie compétition, c'est là où on peut forcément voir un petit peu la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Et en même temps, ça questionne sur est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir l'égalité de traitement, c'est-à-dire de gagner des sommes astronomiques et de ressembler au football masculin. Je ne suis pas sûre que ça soit l'idée aussi. C'est peut-être essayer de créer sa propre identité. Créer sa propre identité et puis surtout peut-être de faire revenir le football masculin vers une réalité plus saine et plus... Enfin, je sais pas, de revenir un peu les pieds sur terre parce sont partis très loin et c'est aussi pour ça qu'on est partis. C'est parce qu'en fait on était aussi un peu sceptiques sur l'évolution du football et de son aspect un peu business. On aurait envie en fait que les femmes prennent leur chemin à elles et qu'elles n'empruntent pas celui des garçons. Et ce qui est en train, j'allais dire, peut-être de se faire. Donc on a envie on n'a pas envie de parler d'égalité de traitement, mais par contre peut-être de trouver un système un petit peu plus équilibré. Je sais pas, on solliciterait bien la FIFA, un petit peu la Fédération française de football. Les institutions sont eux qui sont aux manettes de ce développement-là. Parce que les footballeuses françaises, elles n'ont pas de reconnaissance juridique, c'est ça? Elles ont un contrat pro. Elles sont contrat pro qui peut différer selon là où elles jouent, que ce soit à l'Olympique Lyonnais. Elles sont sous la tutelle de la section professionnelle, donc elles sont vraiment professionnelles. Elles ont un contrat pro, comme les garçons. Les femmes du Paris Saint-Germain également. Après, derrière, certains clubs n'ont pas encore ce développement-là. Je pense à Soyo, qui est un club complètement amateur et qui, elle, rémunère les filles parce qu'elles ont un contrat... comment on appelle ce contrat? Le contrat fédéral. C'est un contrat fédéral et donc il y a un peu la fédération qui paye un peu le club et c'est un calcul un peu d'apothicaire, mais elles sont pas sous l'égide d'un club professionnel et d'une section professionnelle. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est très différent d'un club à un autre. Les sommes, effectivement, les sommes sont très enfin, en moyenne. En moyenne. Une footballeuse professionnelle. À Lyon, je te dirais qu'au max, il y en a une qui est à 40 000 euros. Au max. Ah oui, d'accord. Au max, 40 000 euros par mois, bien sûr. Oui. Après, derrière, les clubs les moins, j'allais dire, les moins rémunérés, les moins élevés, ça pourrait être Soyo, ça pourrait être d'autres clubs, mais je dirais 2 000 euros max. Alors que j'imagine le niveau est tout à fait identique. Elles sont... Non? Parce qu'on Soyo finit 6e, Soyo finit 6e et un Paris Saint-Germain ou un Olympique Lyonnais finit 1er, 2e. Donc il y a une vraie différence qui s'opère, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes conditions d'entraînement. Elles s'entraînent, mais parce qu'il y a plus de moyens. Parce qu'il y a plus de moyens. Mais c'est ça, elles sont sous l'égide aussi de leur section professionnelle et des hommes. Donc
Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a envie politiquement de proposer à cette compétition, à cette D1? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme pratique et comme haut niveau féminin? Toutes les questions. Après, post-Coupe du Monde, il faut les poser. Et c'est le moment aussi un petit peu de reposer tout à plat, de poser un peu tous ces sujets-là et de se dire, bon, vers où on va, quelle direction, et peut-être n'empruntons pas le même chemin que celui des garçons, parce que les déviances, on les voit. On n'a pas forcément envie de passer ces messages-là aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, en fait. Alors, avant-dernière question, si tu avais un conseil à donner, quel conseil pourrais-tu donner à une jeune fille qui voudrait mener une carrière footballistique? Qu'elle m'appelle. C'est bon ça. Mon numéro, c'est le 06. Non, mais... un conseil, ouais. Déjà de commencer dans des clubs, j'allais dire pas forcément voir trop haut, de bien travailler, de rester proche de sa famille et de se pas griller ces étapes-là en fait, de construction déjà personnelle et individuelle. Je suis partie en club, j'allais dire professionnel au Paris Saint-Germain. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans parce que j'avais mes études à côté. Ouais. Et il faut pas croire que ça va être facile. Il faut pas croire que vous pouvez en faire votre métier tout de suite. Et puis c'est tellement éphémère, et puis vous pouvez vous blesser. Et puis il y a toutes ces questions j'allais dire, sportifs professionnels, que ce soit les hommes, les femmes, c'est pareil. Donc prévoyez la suite, prévoyez d'abord les études aussi, et c'est encore très très instable, mais par contre allez-y franchement, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment motivé, mais prenez votre temps, mais travaillez, c'est le travail qui est le plus important. Bien sûr. Alors justement, tu parlais de reconversion, ça a été simple pour toi. Aujourd'hui, je sais que tu es consultante et tu réalises des documentaires. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que ça a été une difficulté? En fait, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas d'ambition d'être professionnelle et de gagner de l'argent avec le football. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de modèle. Ouais. J'avais pas de modèle, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de professionnalisme, de professionnelle femme. Et je pense que ça facilite les choses, en fait, tout de suite. Le programme, pour moi, c'était je vais être prof de PS. Dès que j'avais 10 ans, une dizaine d'années, je savais que je voulais être professeur de PS. Donc j'ai passé mon CAPEPS et j'ai été professeur de PS en même temps de faire ma carrière au Paris Saint-Germain. Et donc tu cumules un peu... Ça va, on arrive à gérer le tout de front. T'as un corps d'athlète, hein, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de sport à la journée, et puis il faut gérer. T'es professionnel sans l'être, en fait. Donc c'est pas frustrant? C'est beaucoup de sacrifices, mais tu les fais avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait, ton idée, elle est ailleurs. Moi, mon objectif était de jouer en équipe de France. J'ai joué en équipe de France, j'ai fait la Ligue des Champions, la classe, la Marseillaise, la main sur le cœur. Ah, génial. C'est ça, moi, c'était le plaisir avant tout. Et en fait, les Qataris sont arrivés et j'ai arrêté en 2011-2012, je crois. Et les Qataris ont mis beaucoup, beaucoup d'argent juste après. Et j'avais mes copines, mes coéquipières qui me disaient « mais est-ce que tu veux pas rester ?» Je dis « non, moi je veux arrêter, je veux pas faire ça, mon métier, enfin ça m'intéresse pas, je veux que ça reste une passion. » Après, c'est les objectifs et les motivations de chacune. Bien sûr. Et maintenant, c'est possible. Donc je comprends maintenant que les jeunes filles nous disent « moi je veux être footballeuse professionnelle ». Eh bien, allez-y les filles, foncez, il faut y aller, c'est bien, mais faites attention quand même, parce qu'il y a pas mal d'obstacles sur votre chemin. Alors, on termine l'émission avec toujours un peu la même question. Je voulais savoir quelle personne t'inspire, alors vivante ou décédée. Hein. Il y a quelqu'un en particulier, ça peut être une ou un, n'est-ce pas? C'est sûr que les modèles au départ sont très masculins, hein, puisqu'en fait on ne voyait qu'à la télévision que les Zizou et qui nous ont fait briller les yeux. C'est normal. Zizou, Zizou reste un modèle, forcément. Zizou. Et c'était quoi? C'était moi j'ai un modèle, une modèle, elle s'appelait Ingrid Boyel-Dieu. C'était mon modèle de sportive, de femme accomplie. Elle était au Paris Saint-Germain, elle a joué à Évreux avec moi. En fait, c'est là où je l'ai vraiment rencontrée. Elle était professeure de PS, tenniswoman comme moi. Donc en fait, j'avais un petit peu de mimétisme, un peu de points communs avec elle. Et elle a joué en équipe de France aussi. Donc puis c'était le leadership sur le terrain. Et
et une grinta incroyable. Donc, ça t'a vachement inspiré. Au final, souvent, on a tendance à chercher des modèles à la télévision ou ailleurs, mais finalement, ils sont pas loin de vous, en fait. C'est Ingrid, alors, tu disais Ingrid Boyel-Dieu. Ouais, c'est elle, mon modèle. C'est elle. C'est un bel hommage, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Loubna. Et puis, à bientôt. À très vite. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin.